Une révolution médicale silencieuse vient de naître en Afrique de l'Ouest. Êtes-vous prêt à voir l'impensable? Et si, pour la première fois, l'Afrique pouvait guérir ses enfants sans passer par Paris, Berlin ou Washington? Imaginez une ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso. En quelques mois, elle vient d'accueillir ce que personne n'aurait cru possible, un hôpital ultra-moderne construit pour la somme impressionnante de 98 millions de dollars. Oui, 98 millions, investis dans la santé par et pour les Africains, sans attendre l'aumône des puissances occidentales. Mais ce n'est pas tout. En réponse à des sanctions venues de Washington, le Burkina Faso a osé l'impensable, refuser l'accès à son territoire aux citoyens américains. Pour la première fois, le rapport de force s'inverse. Ce geste fort accompagne la volonté du capitaine Traoré, atteindre une souveraineté sanitaire totale, sans dépendance, sans permission, sans complexe. Le monde entier observe, souvent sous le choc, comment un pays africain ose-t-il bâtir aussi vite, aussi grand et aussi moderne. Derrière l'inauguration, il y a un message clair. La santé n'est plus l'otage du visa pour l'Europe ou l'Amérique. Les talents africains, longtemps exilés, commencent à revenir. Les investissements du pays ne servent plus à enrichir les hôpitaux étrangers, mais à bâtir un avenir sur le sol africain. Mais la question demeure. Que risque l'Afrique si elle échoue à prendre cette voie? C'est simple. Continuer à dépendre, à subir des humiliations pour obtenir un visa médical, à perdre ses médecins et ses chercheurs au profit de l'Occident. Rester invisible, appauvri, prisonnier d'un système qui ne lui appartient pas. Mais comment le Burkina Faso en est-il arrivé là? Quelles forces ont poussé à une telle rupture avec des décennies de dépendance? Plongeons dans les coulisses de cette révolution. Pendant des décennies, il suffisait qu'un président africain ressente une simple migraine pour que, dans la journée, un jet privé décolle vers Paris ou Genève. Les élites africaines, habituées à chercher soins et expertise à l'étranger, ont fait de la médecine occidentale un passage obligé, comme si la santé ne pouvait se négocier qu'en dehors du continent. C'était la norme, même un simple contrôle médical coûtait des fortunes en devises étrangères, alimentant un cercle vicieux où chaque maladie banale se transformait en exil doré. Cette tradition, héritée de la colonisation, a coûté des millions, non seulement en frais médicaux, mais aussi en perte d'intelligence. Les médecins et spécialistes africains, formés localement ou envoyés faire leurs études à l'étranger, ne revenaient presque jamais. Ils trouvaient en Europe ou aux États-Unis des conditions de vie et de travail bien supérieures, laissant derrière eux des hôpitaux sous-équipés et des générations de jeunes sans modèle à admirer. Ce que l'on appelle la fuite des cerveaux n'est pas qu'un cliché, c'est une réalité quotidienne. Pour chaque chirurgien burkinabé opérant à Paris, combien d'enfants de Bobo Dioulasso ont dû parcourir des kilomètres pour un simple diagnostic? Pendant ce temps, l'Occident encaissait devises et compétences, tandis que le peuple africain attendait son tour, privé de l'essentiel. Le système médical occidental n'a jamais été neutre. Derrière chaque consultation à l'étranger, il y avait un message politique, la dépendance. L'Afrique, soi-disant incapable de guérir ses propres fils, devait payer le prix fort pour accéder à des soins modernes. Les ressources naturelles locales, or, coton, cacao, partaient sans retour tangible pour la population. Au lieu de financer des hôpitaux, ces richesses servaient à payer des factures d'hôtels parisiens et des cliniques privées à l'autre bout du monde. Cette humiliation sanitaire est devenue un instrument de domination. Elle entretient l'illusion que le progrès médical doit venir d'ailleurs, que l'expertise locale n'a aucune valeur. Chaque année passée à suivre ce modèle, c'est une année de plus où l'on sacrifie l'espoir d'un système de santé africain fort, autonome et respecté. C'est aussi enrichir les anciennes puissances coloniales, tout en privant la jeunesse africaine de repères inspirants et de héros nationaux. Continuer ainsi, c'est accepter de rester invisible sur la scène mondiale, dépendant et vulnérable. Mais l'histoire n'est pas figée. Face à cette spirale qui semble inéluctable, une voix s'élève, celle du capitaine Traoré. Comment a-t-il osé briser ce cercle et poser les bases d'une véritable souveraineté sanitaire? Découvrons ensemble la renaissance qui s'amorce à Bobo Dioulasso. L'audace du capitaine Traoré ne se limite pas à des discours. Il a misé sur l'investissement local et des alliances inédites pour transformer l'avenir sanitaire du Burkina Faso. Et si l'or du Burkina finançait la santé des Burkinabés et non les yachts européens? Cette question, jadis utopique, est aujourd'hui le cœur brûlant d'une véritable révolution. Le capitaine Traoré a osé là où tant d'autres ont hésité. Reprendre le contrôle de nos ressources et changer leur destinée, au service de la dignité africaine.
Jadis, l'or du pays s'évaporait vers l'Europe et l'Amérique, alimentant des fortunes lointaines, tandis que les hôpitaux burkinabés manquèrent de tout. Désormais, le Burkina Faso a nationalisé ses mines et mis un coup d'arrêt au détournement séculaire de ses richesses naturelles. Chaque gramme d'or extrait sert désormais à financer notre propre avenir, pas celui des autres. Le plus frappant, l'or burkinabé sert directement à payer la construction d'hôpitaux ultramodernes, mais aussi à salarier des spécialistes selon les standards internationaux. Fini le temps où l'élite médicale s'exilait, faute de perspective ou de reconnaissance. Pour la première fois, 48 médecins burkinabés de très haut niveau, venus des États-Unis, de la France et de l'Allemagne, ont choisi de rentrer volontairement, portés par une promesse inédite, exercer dans leur pays avec une rémunération et des conditions dignes des meilleures nations occidentales. Ce retournement n'est pas que matériel, il est psychologique. Il restaure la fierté et la dignité du corps médical, longtemps relégué au second plan ou sacrifié sur l'autel de l'austérité. Là où beaucoup voyant la fuite des cerveaux comme une fatalité, Traoré a prouvé qu'un vrai choix politique pouvait inverser le sens du courant. Rémunérer nos médecins à la hauteur de leur savoir, c'est désormais possible, parce que nos richesses restent chez nous. Mais cette renaissance n'est pas un isolement féroce. Le Burkina Faso s'est tourné vers la Chine, non pour tendre la main, mais pour nouer un partenariat stratégique d'égal à égal. Ici, pas de charité humiliante, mais un échange d'expertise. Des spécialistes chinois partagent leur savoir-faire et forment nos équipes, tandis que la technologie et l'innovation irriguent l'hôpital de Bobo Dioulasso. La coopération ne signifie plus dépendance, mais partage et montée en puissance commune. Le risque est colossal. Rater cette étape, c'est accepter que nos cerveaux continuent de s'exiler, perpétuant la dépendance et l'appauvrissement. Mais réussir, c'est inverser le rapport de force mondiale. C'est rendre le Burkina Faso et l'Afrique maîtres de leur destin, capables non seulement de se soigner, mais d'exporter à leur tour savoir et innovation. Il y a bien plus qu'un hôpital derrière cette nouvelle stratégie. C'est un modèle d'autodétermination qui se dessine, où les ressources et les esprits travaillent main dans la main pour le bien commun. Mais concrètement, comment cette révolution se traduit-elle dans la vie quotidienne des Burkinabés ? Voyons ensemble les bouleversements tangibles et les perspectives qu'offre ce renversement historique sur le terrain. Ce n'est pas qu'un hôpital, c'est un modèle à essaimer. À Bobo Dioulasso, la construction de cet hôpital ultra-moderne n'est que le début. Pendant 4 années entières, 15 spécialistes venus de Chine travaillent main dans la main avec les équipes locales. Leur mission, transmettre leur savoir, former les meilleurs chirurgiens, radiologues et oncologues burkinabés pour que l'excellence devienne la norme, pas l'exception. Mais le véritable choc vient de l'effet domino. En 2025, le pays a vu s'ouvrir 55 nouveaux hôpitaux, tandis que 9 autres structures similaires sont déjà en chantier ou en projet. Ce n'était plus une politique de prestige, c'est une multiplication méthodique, pensée pour couvrir tout le territoire et répondre aux besoins réels de la population. Ce dynamisme attire et inspire. Les talents partis à l'étranger reviennent, motivés par l'opportunité de servir dans des infrastructures dignes des plus grandes capitales mondiales. Ingénieurs, chercheurs, investisseurs, une génération entière retrouve confiance, portée par un élan de fierté nationale. La blouse blanche devient le symbole d'une souveraineté retrouvée. Et ce n'est pas tout. La médecine s'impose comme un moteur d'émancipation. Les jeunes Africains ne rêvent plus seulement de partir, mais de transformer le continent de l'intérieur. La santé, jusqu'alors synonyme de dépendance, devient un pilier de l'autodétermination. Mais l'enjeu est immense. Si cette fenêtre d'opportunité se referme, le risque est réel, celui de retomber dans l'asservissement et la dépendance. À l'inverse, saisir ce moment unique, c'est ouvrir la voie à un avenir africain autonome, fier et résilient. Reste une question cruciale. Comment cette victoire collective peut-elle se traduire concrètement dans la vie de chaque citoyen et inspirer les choix de chaque décideur ? La souveraineté commence par un choix individuel et collectif. Ce n'est pas seulement l'affaire des présidents ou des dirigeants. Chaque Africain, par ses actes quotidiens, détient le pouvoir de transformer notre continent. Refuser la fatalité, c'est déjà s'inscrire dans la dynamique du changement. Commençons par l'essentiel, l'investissement local. Il ne s'agit plus de laisser l'or, notre or, entre les mains d'une élite ou de l'exporter à perte vers d'autres continents. Il s'agit de mettre nos richesses au service du peuple, en construisant des écoles, des hôpitaux, des centres d'innovation. Chacun peut soutenir ce cercle vertueux, privilégier les produits locaux, investir dans les initiatives africaines, exiger la transparence sur l'utilisation de nos ressources. Mais la richesse de l'Afrique ne se limite pas à ses minerais. Elle réside d'abord dans ses talents.
Valoriser ses propres compétences, c'est reconnaître que les médecins, les ingénieurs, les artistes, les entrepreneurs africains ont toute la capacité pour relever nos défis. Encouragez autour de vous la formation, les retours de cerveau, la création de projets par et pour les Africains. Il est vital de rejeter la posture de victime, qu'on soit président ou étudiant. Se complaire dans le récit du pillage ou de la dépendance, c'est abandonner le stylo de notre histoire. À la place, affirmons notre capacité d'agir, de bâtir, de surprendre le monde. La fierté ne doit plus être un slogan, mais une méthode de travail et d'innovation. L'heure n'est plus au repli, mais à la responsabilisation. Chaque choix compte. Lorsque vous décidez de rester et de servir, d'investir ici plutôt qu'ailleurs, de transmettre un savoir ou une compétence, vous faites avancer la cause de la souveraineté africaine. Refuser la fuite des cerveaux, c'est aussi refuser la fuite des rêves. Ne pas agir, c'est accepter d'être spectateur de sa propre histoire. Agir, au contraire, c'est prendre la plume et écrire la page de la Renaissance africaine, ensemble, pas à pas. L'exemple du Burkina Faso n'est pas un miracle isolé. C'est un modèle reproductible, si chacun y croit et s'y engage. Alors la boucle est bouclée. La balle est dans notre camp. La prochaine étape dépend de nous tous. Mais alors, concrètement, quels sont les premiers gestes à poser pour entrer dans cette révolution silencieuse ? Découvrons ensemble les pistes d'action pour faire de la souveraineté africaine une réalité tangible. L'avenir de la santé africaine n'appartient plus aux autres. Il appartient à ceux qui relèvent la tête et refusent de l'attente du sauveur venu d'ailleurs. Le Burkina Faso vient de prouver qu'avec la volonté, la maîtrise de ses ressources et la confiance en son génie, un peuple peut écrire sa propre histoire. L'hôpital ultramoderne de Bobo Dioulasso n'est pas seulement un bâtiment. Il est le symbole vivant d'une Afrique qui investit dans elle-même, qui soigne ses enfants, qui rappelle ses cerveaux et qui forge des alliances à ses propres conditions. Chaque jour sur ce continent, le choix est posé. Rester dépendant des ordres venus de l'extérieur ou bâtir une souveraineté qui rend à nos familles leur dignité et leur santé. Refuser d'agir aujourd'hui, c'est accepter pour demain un monde où l'Afrique reste à genoux, où ses richesses fuient, où ses meilleurs talents s'exilent et où la vie de nos proches dépend d'un visa étranger. Mais la voie est ouverte. Ce n'est pas un miracle réservé à quelques-uns. Si le Burkina Faso l'a fait, chaque nation peut s'en inspirer. Pas besoin d'attendre ni Paris, ni Washington, ni une main tendue pleine de conditions cachées. La vraie révolution commence quand chacun se lève pour exiger que notre or serve nos hôpitaux, que nos médecins soient traités en héros chez eux et que nos enfants n'aient plus jamais à rêver d'ailleurs pour espérer guérir. Le défi est immense, mais l'enjeu l'est encore plus. Choisir sa voie aujourd'hui, c'est décider du monde de demain. Un continent debout, souverain et fier, ou condamné à tendre la main et à perdre sa voix. La révolution de la souveraineté n'appartient à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Elle commence ici, maintenant, avec chacun d'entre nous.